Trump est élu, tu étais très impliqué émotionnellement dans ces élections, ce qui te ressemble pas trop. Normalement, tu en as un peu rien à foutre, mais là, tu étais ému au point de pas vouloir faire un live juste avant les élections avec moi parce que je prenais ça à la rigolade et toi, tu rigolais pas du tout. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu de pourquoi tu redoutais que Trump ne passe pas. C'était quoi la crainte? Le vol, qu'il se fasse voler les élections. Qui passe pas, il était Non, c'est déjà pas ça que je passé veux dire. C'est en 2020. que se serait-il passé s'il passait pas cette fois-ci? Tu Il crains fallait quitter quoi? le dollar. Il fallait quitter le dollar et tout mon patrimoine en dollars, donc ça me faisait grave chier. Il fallait quitter le Un dollar parce attachement que émotionnel à ton fric, ouais. non, pour attachement paresse et puis surtout paresse et puis surtout côté pratique. Euh, c'est très très lourd de faire des modifications de patrimoine. C'est beaucoup de. Puis en plus, ma solution était à l'autre bout de la planète, donc il aurait fallu que je remonte dans l'avion. Ça m'aurait fait vraiment chier la couille là. Putain, ça m'a travaillé. Ouais. Bah oui, parce que le dollar. Alors après, je sais bien, je viens de faire une vidéo dessus d'ailleurs, mais tout le monde trash le dollar, mais ils n'ont pas d'argument à mettre en face. Et pour l'instant, le dollar, il trash que dalle. Il trash dans leur rêve, mais il trash pas dans la réalité. La vérité, c'est que le dollar, il te rapporte encore 5,25% par an, pendant que l'euro et le yen et tout le reste rapportent zéro, ou un peu moins. D'ailleurs, en fait, les gens en plus confondent les taux à court terme, au jour le jour, avec les taux que tu peux obtenir dans un placement à un an, par exemple, auprès d'une banque qui a besoin d'augmenter son bilan et qui va te proposer du 5,25. Tu trouves pas ça en Europe, tu trouves pas ça sur l'euro, tu trouves pas ça sur le yen. T'as tout. Non, j'ai tout mon patrimoine intégralement lié. Je suis à 99% en dollars. Ça m'a vraiment fait chier concrètement, là, toi. Ça a été une lige de tâches intensives pendant des mois et des mois pour tout organiser. Donc, ouais, ça m'emmerdait, ouais. Ça, après, oui, j'étais impliqué. C'est la première fois de ma vie que on a un vrai politicien, en fait, j'en ai jamais vu de ma vie. C'est la première fois que je vois Trump, je vois de la vraie politique. Enfin, de la politique de ce que ça devrait être. En fait, c'est que du factice. C'est des salesmen, quoi. C'est les mecs qui représentent les oligarchies. Trump, je pense qu'il est sponsorisé quand même par les jésuites. On le sait depuis. Nous, on en parlait depuis 2017 que Trump était jésuite. Mais voilà, il a quand même son indépendance. Il s'est autofinancé. Maintenant, là, il y a un tel mouvement de fond qu'il a été financé par des mecs qui vont pas chercher à avoir un retour de bâton derrière. Toi, on n'est pas dans de la corruption avec Trump. Je pense qu'il y a des obligations par rapport au maître du système, mais on n'est pas dans la corruption. En fait, 100% des élections depuis que je suis jeune, c'est que de la corruption, à 100%. J'ai jamais vu autre chose que de la corruption dans les élections. Et là, avec Trump, pour la première fois, on avait une vraie expérience humaine. C'était incroyable et il a été loin en plus. Il a fait quand même fort. Et donc, ouais, je me suis marré. Ouais. J'ai adoré. Et puis surtout, ce qui était passionnant, c'est de voir le système démoniaque partir en couille. Quoi. Je sais pas ce qu'ils ont merdé entre Biden et puis la Kamala, là, entre la Kamala qui a 50 de QI et puis l'autre sénile. C'est hallucinant le nombre d'erreurs qui a été commises par les démocrates. Alors 52 QI, je suis pas d'accord. J'ai l'impression que Ouais, Kamala est très forte pour manier la neuve langue et pour jouer son jeu qui ne joue plus. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Creator Economy, l'hypocrisie et la langue de bois de Kamala ne passent plus. Mais pour maîtriser ce niveau de langue de bois, même en débat, alors qu'elle a peut-être une oreillette pour lui souffler quoi dire, il faut quand même processer l'information et la balancer. Elle n'a pas été si ridicule que ça. Elle est hostile, elle est toxique. Elle en a fait avec Trump. Elle a jamais parlé avec elle. Ça a toujours été monté, organisé. Et je crois que la seule fois. Il y a un débat avec Trump. Non, tu planes, il y a un débat avec Trump. Il y a un débat alors peut-être elle l'a fait une fois. Non, mais Trump a parlé 2000 fois, pendant que elle a parlé une fois. Mais il a parlé beaucoup plus. Mais dans le débat, elle s'est vachement bien défendue, en fait. Même si c'était. Il y avait une oreillette alors. Bien sûr qu'il y avait une oreillette, mais évidemment qu'il y avait une oreillette. C'était ultra process comme truc. Mais il fallait le process. C'est-à-dire que. Sinon, elle serait fait éclater parce qu'elle n'a pas de cerveau. Elle n'aurait pas pu lutter contre Trump. Tu es en train de me dire ce que je viens de te dire, c'est qu'elle n'a jamais fait une seule intervention freestyle. Jamais. On l'a jamais vu parler en freestyle. Ou si, vite fait, dans sa cuisine, elle fait que éclater de rire et dire des banalités. Mais on est bien d'accord. Et encore, c'est pas freestyle, c'est fake. Elle fait des mondanités. Donc on l'a vu avec des scripts et on l'a vu dans la mondanité, mais on l'a jamais vu en freestyle. Et ce que je disais, c'est pas un problème de QI,
parce que pour process des informations par oreillette et les balancer face à un speaker comme Trump pour le contrecarrer en débat, elle l'a fait. Il faudra que tu ailles voir. Il faut du QI, mais c'est pas ce qu'on lui reproche. On lui reproche pas d'avoir un bas QI. On lui reproche. Ah bah c'est devenu une blague. Je crois qu'Elon Musk, je sais plus, mais les blagues qu'ils ont fait, mais ils l'ont déboîté. Je crois qu'elle, je sais plus ce que dit. Elle est autant. Moi, je l'identifie pas un bas QI. Ok, mais et franchement, je pense pas qu'elle ait un bas QI et ça change rien. C'est une actrice. T'as pas besoin d'être intelligent pour faire actrice. C'est une actrice. Tu sais, c'est une commerciale. On a toujours dit en France que les commerciaux c'était des teubés. Pourtant, le job de commercial est dur et voilà. Et on t'a jamais dit il faut avoir au QI pour faire commercial. On n'a jamais dit ça en France. Et on a toujours méprisé la fonction commerciale en France alors que c'est fondamental. Et en même temps, il faut des compétences de vendeur. C'est rare, ça vaut de l'or, etc., etc. Mais c'est une actrice ou une vendeuse comme tu veux. Mais ce n'est pas quelqu'un qui pense. Elle est vide. C'était un pantin, quoi. C'était on lui a délivré un pitch, elle a ses textes, elle a ses réponses préprogrammées et elle les balance à chaque fois. Et il y avait des montages qui montaient qu'elle répondait tout le temps la même chose. Si on la branche sur tel sujet, quel que soit l'angle par lequel on attaque le sujet, donc quelle que soit la question, si le sujet c'est l'économie, elle va toujours répondre le même truc. Elle va dire alors, merci d'avoir posé la question, elle est très importante, elle commence par 3 minutes où elle dit rien, puis elle va raconter sa vie, j'ai été élevée dans une famille de classe moyenne, blabla, elle va parler de son enfance, de son école, de son machin, et elle répond pas. Parce que c'est pour donner du temps aux mecs dans les oreillettes, pour qu'ils élaborent la réponse. Ok. C'est-à-dire qu'elle va te mettre ça sur la table pour t'occuper, pendant ça les mecs ils travaillent en coulisses, puis après ils lui envoient dans l'oreille. Ça, c'est comme ça que je le percevais, et je me disais que pour faire cette performance, il faut quand même avoir du QI. C'est-à-dire que quelqu'un à faible QI a du mal à balancer sous pression la bonne réponse et à attendre que dans l'oreillette, on lui souffle ce qu'il faut. Je trouve que la performance n'est pas facile. Moi, j'y arriverai pas. Mais c'est peut-être pas une histoire de QI, effectivement. C'est peut-être un QE, alors. Un QE, c'est un quotient émotionnel. Peut-être. Moi, je suis vachement meilleur en impro que s'il faut que je répète des trucs qu'on m'a formaté à raconter. J'y arriverai pas, quoi. Je trouve son exercice difficile. Tu continues de te comparer à des gens qui ne vivent pas la même vie que la tienne. Ah, effectivement. Bon, bref, je la trouve talentueuse pour le boulot qu'on lui a donné. Enfin, quoique je dis de la merde parce que. Filer les mains de la première puissance nucléaire au monde, la première armée au monde, à être détraqué pareil. Alors, déjà qu'avec le CENIL, t'as vu ce que ça aboutit. Alors, disons, si je suffit de ça à une nana. Non, on a échappé à la guerre, on a échappé à la dévaluation du dollar, on a échappé à... Mais tu sais qu'ils auront... Là, en fait, l'agenda communiste... Parce qu'après, c'est terminé. Hein. L'agenda communiste, il a pris 4 ans dans sa gueule. Trump... Et ce qui se passe, c'est que Trump, à mon avis, est tellement motivé. Il y a un tel mouvement émotionnel de fond actuellement aux États-Unis. On le voit dans les interviews. Il a dit, cette fois-ci, il faut qu'on délivre. On ne fait pas la même merde que d'habitude parce que là, c'est la guerre civile derrière. Donc, ils vont vouloir délivrer... Vraiment, je pense qu'ils vont... Si Elon Musk qui va arriver pour essayer de dégraisser, je pense qu'ils vont retaper l'Amérique. Donc, du coup... Ce qui se passe, c'est qu'avec cette élection, on a 4 ans certains, donc on peut se reposer, prendre notre temps, développer des business. Ça va être pro-business les 4 ans qui arrivent. Donc on peut prendre notre temps, développer des business. Il n'y aura plus la guerre, le bordel. Ces guerres sont artificielles depuis 4 ans. Ça a démarré avec le Covid, puis après ça s'est transformé en guerre, donc sur des prétextes fallacieux. Et donc là, les guerres fallacieuses vont s'arrêter. Ça va se calmer. On va rétablir une bonne ambiance. Et après... Comme il n'y aura pas de Trump pour remplacer Trump, les élections probablement de 2028 vont être trafiquées. Ça va probablement redevenir démocrate. Donc ce qu'on a échappé, mais le truc c'est que je pense que Trump va faire avancer l'économie si fort qu'il y aura une inertie en fait encore d'un an derrière. Donc pour moi en fait, on arrive en 2025, je pense que jusqu'à 2030, on est peinard. J'ai toujours dit dans mes interviews que mes visions, en fait, les emmerdes démarraient à partir de 2030. Bon, souviens-toi, j'ai fait des interviews de survivalistes, machin, même avec Pierrot, ils disent, les mecs disent non, mais ça va s'écrouler, non, on n'a pas un an, non, on n'a pas 2 ans devant nous. Moi, je te disais 2030, ça commence les emmerdes, mais pas avant, je le vois pas. Donc là, on a la quasi-certitude maintenant que jusqu'à 2030, c'est peinard, on peut vivre, on peut développer. Mais, tôt ou tard, les démocrates vont récupérer le pays. Ils vont le buter. Alors, cette fois-ci, ils vont pas être de main morte parce qu'il n'y aura plus le garde-fou Trump. Donc, je pense qu'en 2030, ils vont, voilà, ça va ressaccager à mort.
Et 2032, c'est la prévision d'Elon Musk, mais moi c'est celle que j'ai dans mes visions. Il y aura plus d'élections, ça sera une intelligence artificielle qui dirigera les pays. Et donc, grosso modo, les 5 prochaines années qui arrivent, c'est la dernière période probablement de l'histoire de l'humanité qu'on connaît, avec des vrais politiciens et une vraie monnaie. Parce qu'après, on n'a plus de monnaie non plus. On a une monnaie conditionnelle. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Pour le moment, on a une monnaie inconditionnelle. C'est-à-dire, les humains ne peuvent pas survivre sans s'échanger et tu peux pas faire des échanges sans une monnaie. Ça a toujours fonctionné comme ça. Il n'y a pas moyen d'y couper. Mais on a toujours utilisé une monnaie inconditionnelle. Et donc là, à partir de 2030, on va basculer dans un système de monnaie CBDC qui sera une monnaie conditionnelle. On ne sait pas ce que ça va donner, mais enfin, il y a 9 chances sur 10 pour que ça explose très rapidement. Donc, toi, voilà notre avenir, quoi. C'est un avenir de merde. À long terme, à court terme, il faut vraiment en profiter. Là, les 5 prochaines années de nos vies, il faut s'éclater. C'est pour ça que tu me demandes pourquoi je fais pas d'enfant, mais parce que je vais m'éclater, mec. Je vais bouffer la vie. C'est les derniers instants de vie, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? T'as vu l'ordinateur qu'Elon Musk a construit avec les 200 000 cartes CPU? C'est Skynet, mec. On est dedans, là. On est dans Terminator 2, quoi. J'ai les intelligences artificielles d'un côté, ils sont en train de construire la machine. Et en 2032, ils vont débrancher le contrôle humain, ils vont le filer à un ordinateur. On va sauter. Et ton génocide dont tu parlais, ouais, il est garanti. Ouais. Il est déjà, d'ailleurs, on sait comment il va avoir lieu. Ouais. Avec Skynet, quoi. C'est ni plus ni moins. Petite question. Les élections, là, la campagne a duré 103 ou 107 jours, je sais plus. Plus de 3 mois. Ok, plus de 3 mois pendant lesquels ça enchaîne les interviews, les rallyes. Donc les rallyes, c'est des rassemblements. Et ça prend tout le temps et toute l'énergie aux candidats. Oui, mais en l'occurrence, il y a un des candidats qui est censé être en poste, qui est censé bosser. Et moi, je vois déjà dans ma boîte, si je me casse pendant une semaine, mais c'est la merde. Là, c'est censé être la présidente en charge des États-Unis. Elle se casse pendant 3 mois et 10 jours. Et ça passe. Et t'as le sénile de l'autre côté. Hein. T'as le sénile, c'est-à-dire que t'as plus de président en face. Le mec, il dort 70% de son temps. Et donc, la nana qui est censée le remplacer, elle est plus là. Qui gère? Et on est censé croire que ces gens gèrent une boutique? Ils gèrent quoi? Rien. Mais c'est un boulot de représentation. Je te dis que pour la première fois, j'ai vu une interview de Trump. J'ai regardé énormément de contenu sur Trump, qui est totalement transparent de A à Z. Il te dit, en 2016, je suis arrivé. Je pensais même pas que j'allais gagner. Tout notre camp a été surpris. On s'est fait claquer au dernier moment, en fait. Il a dit, texto, on s'est fait claquer. On arrive, et là, il y a tous les apparatchiks du système qui sont venus me voir. Faut nommer un tel, faut faire ci, faut faire ça. Je connaissais pas le job. Il te le dit, cash. Je connaissais pas le job de président, et j'ai dit oui. Et cette fois-ci, on m'y reprendra pas. Là, par contre, je vais pas me faire baiser. C'est ça son interview. Donc en 2016, il est arrivé, il s'est fait claquer. Donc il a donné le gouvernement. Voilà, c'est pour ça que sa première présidence a été ambivalente, mais je pense que celle-là, ça va marquer l'histoire de l'humanité. Ça va être la plus, pour moi, je me trompe peut-être, mais pour moi, on a potentiellement, on va dire, pour rester mesuré, on a potentiellement devant nous une première expérience politique, et probablement ça va être la plus belle possible. En plus avec une dream team pour exécuter. Et donc du coup, et en plus Trump, je suis content qu'ils aient volé les élections de 2020. Parce que Trump, toi, ça l'a affûté. Il a gagné en profondeur. Le bonhomme, maintenant, il est large. Quoi. Toi, il est puissant, il est large. Il a pris le métier et tout. Donc, il revient. Il aurait gagné en 2020. Ça aurait été mi figue, mi raisin. Toi, il aurait enlevé quelques conneries. Mais là, mec, il revient avec un truc de fou. C'est un scénario de film. Le truc, c'est irréel. Effectivement, là, il veut plus se faire baiser. Et il a pris du temps aussi pour un peu réfléchir. Il a une intention folle. Quoi. Ouais, il a une intention folle. Il est animé. Puis il a 78 ans, il va claquer. Donc c'est sa legacy. Quoi. Il a plus rien à foutre de ses milliards. Il y a une forte intention. Et tout le monde l'a senti. C'est le raz-de-marée de toute façon. C'est un raz-de-marée. Les élections, même en Californie, en fait, quand tu ouvres dans le détail, c'est rouge partout. Quoi. Il y a juste les connards californiens de merde, de bobos de mes couilles, là, les mêmes qu'il y a à Paris. Mais sinon, t'enlèves ça, il n'y a plus rien en Californie, tout est rouge. Il y a un gros mouvement, on va assister. Et puis les ricains, moi, c'est ce que j'ai dit dans un de mes posts récemment. Les États-Unis, je les ai compris en allant là-bas, en fait. C'est que les États-Unis, le rêve n'a pas été cassé. Le rêve initial est toujours d'actualité. Et là, moi, c'est ça que j'ai senti. Et c'est en marchant à Phoenix, en Arizona, mais les ricains, ce sont des mecs qui scalent. Mais ils scalent à un niveau qu'en tant que Français, on peut même pas concevoir.
C'est des scalers, c'est dément ce pays. C'est dément. T'as Paris, Phoenix, c'est 4 fois Paris, ok? T'as 10 villes aux États-Unis qui sont comme Phoenix. T'en as une dans le nord à Chicago où t'as le droit, si t'as envie d'avoir froid. T'as une ville comme New York internationale. Si t'as envie d'avoir chaud, tu vas à Miami, c'est du tropical. Si tu veux pas du tropical, tu vas à Los Angeles. C'est dément ce pays. C'est dément. T'as une offre gigantissime, un niveau de service gigantissime. Et surtout, le rêve, tu sens la puissance. En fait, moi, ce que j'ai senti aux États-Unis, c'est la puissance. Les Américains, ça s'appelle de la puissance. Nous, on n'a pas la puissance en France. On ne croit pas à la puissance, on n'incarne pas la puissance. Quand j'ai marché dans les rues, j'ai regardé ce merdier, ça se sent. Tu peux pas le comprendre à distance. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas réussi à le comprendre à distance. Mais quand j'étais là-bas, je me suis dit, putain, mais ça te prend le trip. En plus, c'est à l'ambiance, mec. Ça te monte en toi et tout. Yeah, tu as envie d'être américain, en fait. La vérité, c'est que t'es là-bas, t'as envie d'être américain. T'es pas né là-bas, et en 2 semaines chrono, tu dis, putain, mais c'est bien, là, c'est cool, toi. Enfin, si t'aimes la puissance. Après, si t'es t'es truqué comme ça, français, ça va pas le faire, mais si t'es ouvert, t'aimes la puissance de feu, toi, le rouleau compresseur américaine. Phoenix, il y a 30 ans, je crois, il y avait 500 000 habitants. Il y en a 8 ou 10 millions aujourd'hui, mec, en 25 ans, bordel. C'est fou, quoi. Et donc, ce que j'ai compris là-bas, c'est que le rêve français est cassé, puisqu'on a été conquis, on est des Gaulois et des Celtes, on n'est absolument pas des putains de Rital de mes couilles. Et les Rital ne sont pas des Celtes, donc on a été conquis, on a eu le cerveau lavé. Donc on n'a plus aucune origine. Donc on est paumé, en fait, en France. Et ce que j'ai compris, c'est que, toi, le Japon, après, oui, si j'ai bien compris l'histoire d'Asie, ils sont partis de Chine, c'est d'anciens Chinois, mais après, ils n'ont jamais été conquis, donc ils sont devenus japonais. Donc ils ont toujours leur rêve d'origine. C'est pour ça que le Japon est fort culturellement. Les États-Unis, ils ont été attaqués là de l'intérieur, mais le rêve américain est toujours là. Et on vient de le voir avec Trump. En France, on n'a pas de rêve. On a le rêve d'un autre. Ça marche pas. Tu peux pas te mentir avec un faux rêve. Et ça, quand j'étais aux États-Unis, j'ai compris que cette année, en fait. C'est pour ça que Trump, là, il a ravié, il a tapé dans le rêve américain à mort. Mais quand tu vois comment ça a répondu, c'est beau d'avoir un pays avec un rêve d'un pays, toi, et qui c'est encore en place et que tu le réactives. C'était chouette à voir. Je sais pas ce que ça va donner, ça va peut-être foirer. Mais c'était beau à voir, ça fait du bien, putain. C'est que de la merde depuis 4 ans avec ces putains de gauchos de mes couilles, là. Ils nous font chier avec toutes leurs conneries bolcheviques, là. Et là, tout d'un coup, enfin, au milieu de cette merde, là, t'as un beau truc, là, collectif, qui apparaît sur les radars. Et en plus, avec Mister Perfect, quoi, il se tape l'une des plus grosses bombasses de la planète, la tout Russie, les milliardaires, le machin, c'est propre, quoi. C'est pas l'autre. Non, on va pas dire, parce qu'après, on va se faire sauter. Si tu sais qui je pense, c'est pas avec son ou sa madame. Je ne sais pas encore très bien à quoi on a affaire. Je veux dire, c'est sale en France. La France est sale. Ouais, mais aujourd'hui, ça se voit. L'Europe dégouline, ça schlingue, tu peux pas, c'est pas beau, t'as pas envie d'y aller, t'as pas envie de le voir, t'écoutes pas. J'ai une petite théorie là-dessus. Moi, je pense que pour toi, pour moi, pour certains mecs qui ont un peu la sensibilité, qui sont éveillés, on voit, ou on le sent à l'instinct que c'est sale depuis toujours. En fait, on l'a toujours su. Et le grand public ne le captait pas. Le grand public regarde la télé, il n'écoute même pas. La télé lui dit, tiens, c'est lui le candidat, c'est lui qui sourit, c'est lui le gentil. Le grand public, ah ouais, lui c'est le gentil, Hitler c'est le méchant, d'accord. Ils ont dit que Donald Trump c'était Hitler, donc Donald Trump c'est le méchant. Ok. Et les 40 dernières années, ça fonctionnait comme ça avec les médias institutionnels, avec la télé nationale. Et Internet est arrivé à un certain niveau de maturité récemment. En 2020, dans la Creator Economy, c'est tout le contenu gratuit en ligne. Donc je ne te parle pas des pubs sur Facebook ou des pubs tout court. Non, je te parle du contenu gratuit. Il y a eu vraiment un switch dans la Creator Economy et dans le contenu gratuit. C'est qu'il y a une mode de l'authenticité qui arrivait comme un raz-de-marée et qui est dominant et qui domine de plus en plus. À l'ère de l'intelligence artificielle, ouais, et à l'ère des médias qui sont faux, et ça se voit que c'est faux, il y a une vraie appétence de l'audience pour des contenus authentiques. Que ça soit du gourbi de la merde ou des gens intelligents, ce que tu veux, qu'importe. De l'énergétique. Ou de l'énergétique, qu'importe, mais il faut que ça soit authentique. Sinon, il y a un vrai rejet de l'audience. Ils zappent et ils vont voir autre chose. Ils disent, ta gueule, je te crois pas. Ils voient le contenu, ils sont là, ouais, fake. Et ils en veulent pas. Et j'ai la sensation que déjà, ça se voit grâce à cette authenticité et grâce
à tout le spectacle qu'il y a sur YouTube et sur Twitter, ça se voit, le manque d'authenticité. Ça se voit aussi que les grosses plateformes, Google, Twitter à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais Twitter a censuré de fou une partie du discours. Facebook a censuré également. Donald Trump, il s'est fait boycotter de Twitter à l'époque. Et ça passait pas. Aujourd'hui, il a le droit de parole. Aujourd'hui, Trump, il est sur Twitter. Aujourd'hui, Elon Musk est le boss de Twitter. Et aujourd'hui, toute cette vague d'authenticité vient soutenir Trump. Et j'ai l'impression que les élections américaines se sont gagnées sur YouTube et sur Twitter. Et pas sur la télé. Je veux dire, le candidat de la télé, c'était Kamala. Sur TikTok, mais ça, ce que tu dis, c'est depuis toujours aux États-Unis. Il y a 10 mecs qui possèdent tous les médias et ces mecs sont démocrates parce qu'ils ont un idéal bolchevique. Donc on dira pas qui c'est, mais on le sait. C'est-à-dire que la France est contrôlée, il faut quand même comprendre, la France, tu prends les 20 premiers milliardaires, dans les 17 sont jésuites. Donc la France est contrôlée par le Vatican. Enfin, on a été conquis, on le sait. Les États-Unis sont possédés par Israël. C'est officiel. Les dotations de tout le Sénat sont officielles et on sait qu'Israël possède la moitié ou les 3/4 ou carrément 100% du Congrès et ils possèdent les médias. Donc les Juifs, le sionisme est un idéal bolchevique. Donc les États-Unis sont face à ça. Mais si tu regardes bien les élections, tu as 70 millions de mecs qui ont voté Kamala. C'est-à-dire que les proportions, c'est moite-moite. Toutes les élections, tu as quand même la moitié des mecs. Cette partie bolchevique leur dit tu fais ça et les mecs font oui, je fais ça, bien monsieur. Donc la vague d'authenticité, elle ne pourra pas dépasser la moitié de la population. Parce que là, on a eu c'est la plus grosse vague potentielle d'authenticité qu'on n'aura jamais sur cette planète. On ne peut pas faire mieux que le scénario était idéal. On ne pouvait pas faire mieux avec Trump, tout ce qui s'est passé. La balle qui manque de le tuer, le point. Tout y est. Et puis toute la souffrance qu'ils se sont pris dans la gueule. Je veux dire, les États-Unis, ces 4 dernières années, ça a été les junkies dans la rue, les migrants illégaux qui violent les gens et qui conduisent sans permis, mais on leur file des permis. Non, mais attends, c'est la Chine qui est derrière tout ce merdier, hein, faut quand même le dire. Moi, j'ai vérifié, parce que tous ces immigrants passent par Panama. Ça passe par Darien, qui est la jonction en fait entre la Colombie et puis Panama. T'as pas de route, c'est une espèce de jungle sur laquelle je sais plus combien de morts il y a quand tu passes là-dedans. Dans cette zone du Darien, t'as des forces spéciales américaines qui s'entraînent, t'as les FARC colombiens, t'as un putain de paquet de dealers de drogue et en même temps t'as le transport de bétail humain, d'immigration et t'as des camps pour pas qu'ils claquent. Et ces camps, donc j'ai vu les documents, on les a vus ici, financés par la Chine et les démocrates américains. Ah, et les démocrates américains. Mais pourquoi en fait, parce que la Chine possède les démocrates. Le fils Biden a été prouvé en train de travailler pour la Chine. Le président et le fils du président travaillent pour la Chine. Okay. Donc les Chinois ont orchestré cette vague pour niquer les États-Unis de l'intérieur via le fentanyl et via l'immigration massive. C'est une attaque. C'est la guerre moderne. Moi, je ne vais même pas chercher si loin. Je pars du principe qu'un gouvernement est un instrument de torture contre son peuple qui parasite dans un premier temps, puis qu'une fois qu'il s'est bien gavé... Pas pour le premier, pas pour le leader. Tu as la compète du leader. Tu as deux lions, tu as deux fauves qui sont la Chine et les États-Unis. Évidemment, si tu es la France, tu ne vas pas faire la compétition pour le leadership mondial, mais là, il n'y a que 2 prétendants, la Chine et les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est Israël. Je ne sais pas dans quelle mesure. Je ne connais pas les relations entre Israël et la Chine. Ça, c'est le grand mystère. Et tu dirais que la fonction du gouvernement américain n'est pas de parasiter puis de torturer son peuple ? Je pense que la fonction du gouvernement américain, au moins, c'est de contrôler le monde. Les Israéliens sont quand même fantastiques, ils sont 15 millions. Le sionisme, je ne sais pas combien ils sont, 1 ou 2 millions. Ils ont réussi à utiliser la plus grosse machine de guerre économique dans l'histoire de l'humanité pour gérer une planète de 8 milliards. C'est quand même du génie. Le sionisme est génial quand il réfléchit. Comment ils ont fait leur coup. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure, quels sont les liens avec la Chine. C'est le grand mystère. Mais la Chine, crois-moi, c'est des vicelards. Donc tu penses que le gouvernement américain est instrumentalisé par Israël pour parasiter et torturer le reste du monde, mais pas spécialement parasiter et torturer les Américains. Oui, mais contrôler en quelle vue? C'est prendre des ressources, puis tyranniser par sadisme et pour se marrer? Moi, j'étais avec des Ashkénazes. Ils m'ont annoncé en 2017. Donc, il faut quand même le savoir, parce que ça, c'était balèze en 2017. Mais 3 ans plus tard, il y avait le Covid. Autant me dire qu'en 2017, c'était les débuts de FATCA. Donc, en 2017, je peux témoigner que les Ashkénazes avec qui j'étais m'ont dit « Charles, Israël va lâcher les États-Unis et va partir s'installer en Chine.
en 2017. Si tu regardes, toutes les décisions qui ont été prises ont été dans ce sens, de niquer les Américains et de développer la Chine. Ils ont abandonné l'Afghanistan 3 semaines après, la Chine était à Kaboul. Après avoir lâché l'Afghanistan, on ne sait pas pourquoi, mais nulle part dans un carnage généralisé. 3 semaines après, les talibans signaient un accord avec la Chine. Et tout est comme ça depuis 6 ans. Je ne sais pas comment ce mec en 2017 a pu savoir. Mais le plan, il doit être là depuis longtemps. Donc je suis pas sioniste, je suis pas juif, donc j'accède pas aux infos. Mais que la Chine soit derrière l'affaiblissement des États-Unis, la Chine fournit le matos pour le fentanyl. Il y a une attaque. C'est des vislards, ils sont intelligents. Souviens-toi, en 2020, Trump faisait chier les Chinois, puisque Trump est nationaliste, avait bien dû comprendre la menace chinoise. Les Chinois ont dit, bah, on va pas vous répondre, on va attendre les élections. Biden est arrivé, et voilà, c'était le carnage. Et qu'est-ce qu'a dit Trump? Il a dit quoi? Il a dit, je vais fermer les frontières, donc on va arrêter l'attaque par les immigrés. Il a dit, je vais foutre des tarifs sur les produits chinois, donc on va arrêter, on va laisser cartonner les Chinois. Et il a dit, je sais plus un troisième truc, mais grosso modo, c'est. Eh oui, et je vais saisir, parce que les Chinois sont associés aux dealers mexicains. C'est eux qui font le transport du bétail ici à Darien et qui remontent au Mexique et qui les injectent dans les États-Unis. Donc tu peux pas avoir ces démocrates, dealers mexicains et chinois qui sont ensemble. Et qu'est-ce qu'a dit Trump? Je vais saisir les assets des dealers mexicains. Mais Trump, c'est de notoriété publique, c'est dans le débat américain politique, c'est pas un complot, c'est une réalité. Trump il a dit que c'est les 3 mesures qu'il allait prendre. Pourquoi? Bah parce que c'est une attaque. Je pense qu'ils doivent tous, les Américains, je pense, au niveau du pouvoir nationaliste américain, je suppute qu'il doit. Je pense que la Chine va là. J'irai pas foutre de l'argent sur les actions chinoises. Je pense qu'ils vont se latter. Ouais. Pas en guerre froide. La guerre froide, c'est pas avec la Russie, c'est avec la Chine. Ça va avoir lieu. Guerre économique. C'est mon pari. Après, je peux me tromper, mais c'est mon pari. Mais t'as les déclarations de Trump dans la même phrase, bordel. Je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai pas rêvé. Et si tu veux, moi, ma prise de conscience, ça a eu lieu parce que nous, les immigrés, on les voit passer. Hein. Sur les routes, la nuit, ça marche. Il y a 10 millions de personnes. Tu crois que en 3 ans, tu crois que sur le Costa Rica, tout l'axe, toute la Panaméricaine, moi, je vis à côté de la Panaméricaine. Je suis à 1 kilomètre de la Panaméricaine. Je vais à pied. T'as des 10 millions de mecs qui sont passés par le Darien, par le Panama, par le Costa Rica, la frontière à Paso Canoa entre le Costa Rica et le Panama. Mec, c'est un camp de réfugiés africains. Hein. C'est l'Éthiopie ici. Hein. C'est tout petit. T'as un village, il y a 2000 mecs avec des mômes. Tu regardes ça, moi, j'ai connu Panama avant ce merdier, donc ça m'a choqué le jour où j'ai vu ça. Je suis pas retourné, d'ailleurs, j'ai pas envie de voir ça. C'est inhumain. Les mecs sont crevés, ça fait déjà des milliers de kilomètres qu'ils marchent. T'as des stands pour filer de la bouffe et de l'eau. Qui paye? La Chine et les démocrates américains. Les mecs, tu peux pas. Ce que personne se pose comme question, c'est comment tu déplaces 10 millions de mecs à 10 000 bornes, enfin, ou 6-7 000 bornes. C'est pas possible. Les mecs, ils ont pas une thune, ils ont zéro. Ils sont morts au bout de 3 jours, ils sont morts. Donc, ils ont structuré une vague avec des points de ravitaillement, avec de l'eau, de la viande, des protéines, de la bouffe, du sucre, de manière à ce qu'ils puissent galoper et aller bousiller les États-Unis. C'est une arme de guerre. Faut le voir pour le croire sur place. Donc, quand j'ai commencé à regarder ce merdier, et puis qu'on a commencé à récupérer les documents, et qu'on a vu que les camps. Alors, attends, comment ils appellent ça? Est-ce que tu sais, c'est toujours la grosse enculade chinoise. Des camps sanitaires ou, comment on dit? Des camps de réfugiés, je sais pas trop quoi. Camps humanitaires. Enfin, toi, un super. Humanitaire, voilà. Des camps humanitaires, mais on curé. Et qui finance? Démocrates américains et chinois. Qui transporte les mecs? Mafia mexicaine. Ah non, c'est quand Trump arrive et checkpoint pour des armes de destruction massive. Ouais. Quand Trump arrive, il te dit la même phrase, je vais piquer le fric des enculés de Mexicains qui nous ont baisés. Toi, le chinois qui arrête pas de me vendre tes merdes, je vais te cartonner ton fric et en même temps, je vais fermer cette putain de frontière. Bon, tu comprends que je suis peut-être pas en train de rêver, quoi. Ouais, ça fait du bien. Et j'espère que ça aura un impact positif sur la guerre en Russie et avec l'Ukraine. C'est sûr. Quand tu vois la déclaration... Ils tirent la gueule, les Ukrainiens. Enfin, Zelensky et son équipe, là, ils sont pas contents. Mais putain, mais... Ok, moi je peux pas... J'appelle mon âme Zelensky. Alors, crois-moi, le truc que je méprise le plus au monde, c'est mon âme. Sur Terre, le truc que je méprise le plus, c'est mon âme.
Et je l'appelle Zelensky pour te dire ce que je pense de l'Ukraine. Et donc mon souhait, c'est que que la Russie bouffe la Potrovsk là où il y a toute la production de charbon, parce qu'après, l'Ukraine ne peut pas se fournir pour le charbon dont ils ont besoin pour faire tourner leur autre industrie. Si la Russie chope ça, c'est tout qui s'effondre. Toute leur économie minière de métal dépend de cette ville. C'est pour ça qu'elle est archi défendue. Ce que j'espère, c'est que là, Poutine, il y a 2 mois pour bousiller ces connards dans cette ville. Parce qu'après, l'Ukraine est morte, on fait l'armistice. Terminé, moi. Ils sont épongés, ils sont niqués pour je sais pas combien de temps. C'est le seul truc que je surveille pour la guerre en ce moment. Ça fait déjà 3 semaines qu'ils sont aux portes de cette putain de ville et qu'ils n'arrivent pas à avancer. Ils ont, a priori, c'est extrêmement bien défendu. J'espère qu'ils vont pas mettre 2 mois pour choper cette ville, parce qu'après tu bousilles l'économie ukrainienne. Et là, ça va me faire plaisir. Il y a du fric en face. Moi, j'ai des potes sur place qui ont été blessés, d'autres qui sont morts. Et je te parle russe. Et en gros, en face, c'est pas des Ukrainiens. En face, tu as des professionnels, tu as des contractors. Donc, c'est des mecs payés et qui sont formés. C'est des mercenaires. Ils sont formés, ils sont équipés, ils sont en quantité. Il y a vraiment du pognon en face. Beaucoup, beaucoup de pognon. Et j'espère que les vannes vont se couper. Parce que concrètement, il y a des gens qui peuvent plus vivre. Tant qu'il y a le conflit, les Ukrainiens qui ont rien demandé, parce qu'ils sont quand même nombreux au milieu, c'est terrible pour eux. Il y a plein de jeunes Russes qui ont été mobilisés de force et qui vont se battre. Et les conditions sont très, très difficiles. On ne sait pas combien de temps va durer la guerre encore, mais un Russe qui part sur cette guerre, s'il est vraiment sur la ligne de front, il a 3 chances sur 4 d'y rester, quoi. C'est vraiment chaud. Et côté ukrainien, ça a été pire encore. C'est la boucherie. Côté ukrainien, c'est la boucherie. Côté russe, côté russe, il crève quand même. Ça fait mal quand même. Il parle de 50 000 morts. Je ne parle pas des blessés, mais 50 000 morts. Après, j'ai peut-être une expérience biaisée parce que mes potes, c'est première ligne. C'est des types qui bossaient comme agents de sécurité et qui étaient très chauds, très techniques, on va dire, au maniement d'armes et au combat, et qui avaient déjà des expériences militaires. Donc, ils sont particulièrement sur les premières lignes. On saura un jour. Je ne sais pas quand, quoi. Moi, je m'exprime jamais là-dessus parce que c'est compliqué de savoir. Il se dit qu'il y avait au début de la guerre un ratio de 1 pour 10, un Russe tué pour 10 Ukrainiens, et qu'aujourd'hui le ratio se balade entre 20 et 30 Ukrainiens tués pour un Russe. Je ne sais pas si c'est vrai. Je te parle pas du ratio. Moi, je te dis moi, j'ai pas de source. J'ai pas de compétences, je suis pas connecté, je peux pas m'exprimer sur ce sujet. Je regarde pareil, juste la guerre. Et c'est pas des Ukrainiens qui se font tuer en face, c'est des contracteurs. Là, aujourd'hui, c'est plus des Ukrainiens. De toute façon, ils sont tous morts. A priori, ils sont tous morts. En fait, et même de sources ukrainiennes, il y a un mec qui a lâché en haut là qu'il y avait 1 million de morts du côté ukrainien. Combien ? Ils sont tous morts. 1 million. C'était un avocat à la cour ukrainienne de défense. Il y a 100 000 procédures de désertion et il y a 1 million de morts. Ah les Ukrainiens se cassent, ouais. Ils voient bien qu'ils se font baiser. Zelensky, le milliardaire, qui les envoie crever. En Russie, il y a un mec qui a parlé, je crois, et tu concluais qu'il y avait au moins déjà 50 000 morts russes. Donc ça fait 1 pour 20. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, je n'ai aucune prétention. J'ai pas les chiffres. Je veux pas que les mecs viennent me tomber dessus. Si on parle d'énergie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me tomber à 20 contre 1. Je vous mettrai votre raclée. Alors, sur le conflit russe-ukrainien, je suis vraiment pas équipé pour parler de ce truc-là. Très chaud de prendre les infos. Quand tu prends les infos côté russe, c'est propagande à fond, ce qui est normal. Et côté européen, américain, c'est propagande à fond. Donc, je m'exprime pas sur le sujet publiquement parce que je n'ai pas les moyens. Si tu me parles de politique monétaire ou de ce que je déduis de ce qui se passe aux États-Unis, que je surveille évidemment parce que 99% de patrimoine est quand même en dollars, j'ai pas envie de me retrouver à poil. Donc là, j'ai des infos. Je suis bien connecté, j'ai des bonnes sources d'intelligence autour de moi. Mais alors sur l'aspect russe, et puis je parle pas la langue en fait, il faudrait que j'aille farfouiller, je sais pas, c'est des hiéroglyphes pour moi. Non mais même en parlant la langue, c'est pas si simple.